Les sols, qui avait parlé des sols tout à l'heure? Personne? C'est facile, hein? Donc en fait, il y a une grande menace sur les sols. Donc il y a une grande menace sur les friches industrielles, les sols qui étaient pollués, ce qui a été fait dans les années 60, 70, la chimie, le traitement des déchets, enfermer nos poubelles dans des grosses enveloppes et puis jeter un voile pudique là-dessus en mettant des arbres et puis des petites cheminées pour que ça méthanise et pas que ça pète. Voilà, donc il y a des choses comme ça qu'on a faites, hein. On porte un lourd tribut quand même tous, hein, quelque part, hein, derrière ce qui s'est fait qu'on n'a pas voulu voir. Au niveau de la dégradation, d'autres types de dégradation du sol, eh bien moi je fais un peu de coopération internationale et donc je fais un peu dans différents pays. Si on prend par exemple l'Afrique du Nord, ils ont tout, je vais prendre la Tunisie par exemple, ils ont tout retourné jusqu'aux portes du Sahel. Il n'y a pratiquement plus d'herbe, tout est en culture. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils ont fait des grandes retenues collinaires au milieu de la Tunisie, qui est sèche maintenant. Ils ont arrosé et maintenant ils ont des remontées salines. Hein. Donc ça veut dire que les terres... ils sont en train de faire monter le désert à vitesse grand V. Ça ne dit pas que nous on est clean. Hein. Ça ne dit pas que nous on est clean. Et donc si on devait parler un petit peu de la situation des sols en France, comment vous l'aborderiez? L'érosion des sols. Les sols qui sont en pente, qui ont été sans couvert, etc., perte de matière organique. Donc il y a du sol qui dégage. Du sol qui dégage aussi dans l'eau, dans les eaux de rivière. Hein. L'artificialisation. L'artificialisation, donc quand on voit que... C'est notre diapo sur biodiversité, mais quand on voit la façon dont les zones commerciales grandissent et occupent une surface importante, vous verrez tout à l'heure on en parle de combien ça fait, hein, mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. Si on en vient à notre problématique, la sol agricole, donc on avait dit de l'érosion, on va dire, liée aux intempéries, donc du sol qui se barre et qui descend, on va dire, dans la rivière, pour faire simple. Éolienne. Éolienne, donc les haies qui sont parties laissent des milieux très ouverts. On a des quantités de sol qui dégagent, qui sont très, très importantes. Quoi d'autre? L'érosion est beaucoup liée à la perte de matière organique dans les sols. Tout le pays de Caux, par exemple en Normandie, qui a été beaucoup étudié par l'INRA, etc., où il y a des villages entiers qui sont retrouvés avec 1,50 m de limon. C'était des zones qui étaient vraiment des zones d'élevage traditionnelles, qui sont mis à la grande culture avec des limons très purs, avec très peu d'argile, et c'était la matière organique et les prairies qui les tenaient. Et maintenant qu'elles sont passées en blé et en maïs, ils arrivent à 30 tonnes, jusqu'à 300 tonnes de terre par hectare et par an qui fichent le. Alors je vous propose de faire un calcul. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Donc si on regarde la matière organique, la matière... C'est pareil. Alors continuez, je vous en prie, je vous ai coupé. Non, mais allez-y. Hein. C'est l'exemple du pays de Caux, mais il y a plein de grandes zones de... Il y a plein d'autres exemples. Le Gers, etc. Enfin, plein de grandes zones autrefois de polyculture élevage qui se sont céréalisées, qui sont face à ces gros problèmes d'érosion, dont on parle peu en rapport avec l'importance que ça a pour l'avenir. Et donc là, non mais c'est très bien, je vous remercie pour votre intervention, ça me fait faire la transition. Quand tout à l'heure on disait, mais ouais, c'est pas forcément la matière organique, je sais plus qui a dit ça, ou enfin presque essayé de le dire, c'est pas la matière organique qui est la plus récurrente au niveau des maux et de la dégradation des sols. Je fais un calcul, comme vous. 30 cm de sol, ça veut dire c'est la couche agricole. C'est 30 cm de sol. Sur un hectare, ça fait, je sais pas, 4000 tonnes. Parce que je faisais des mètres cubes, hein, ça faisait 3000 mètres cubes, c'est ça. Et en plus, on prend un coefficient de 1,3 ou 1,4 et on arrive à peu près à 4000 tonnes de sol. Vous m'aiderez encore pour la suite du calcul. Quand on est dans un sol de prairie, non mais c'est juste pour illustrer le propos, hein. Quand on est dans un sol de prairie, on a 90 tonnes de carbone organique dans le sol. 90 tonnes pour faire une conversion en mettant matière organique, c'est-à-dire ce qu'on voit, les bouts de paille, les trucs, et puis ce qu'on ne voit pas aussi, qui sont d'agrégables plus fins, on multiplie par 1,70.
Donc allez, en gros, on va dire on a 150 tonnes de matière organique pour 4000 tonnes de terre. En gros, si on fait le calcul, sur une prairie, on va se retrouver en gros à 3-3,5% de matière organique dans ce sol. Quand on prend un sol de grande culture, on se trouve maintenant à 30 tonnes. Donc ça veut dire qu'on divise par 3. Ça veut dire qu'on se trouve entre 1,5 et 1,7 de matière organique dans ces sols. Je vous laisse apprécier ce qui se passe après derrière. Hein. Donc ce qui se passe derrière, on va essayer d'en parler là, parce qu'en fait on a un programme qui avait été commandité par le CNIEL, hein, c'est les industriels laitiers, mais la profession aussi agricole qui est présente au CNIEL. Ils avaient commandé un travail sur fertilité des sols. Et donc je vais essayer de vous en parler de façon assez à droite. Alors quand on parle de fertilité des sols, on va rester sur cette définition-là. Ça c'est la définition des sols agricoles, de la fertilité après le plan Marshall. Il faut produire, il faut y aller. COP 1967, c'est même bien après le plan Marshall. En tout cas, c'est la capacité des sols à produire les récoltes désirées. En tout cas, c'est bien ce que vaut aussi un agriculteur pour qu'il ait quand même un porte-monnaie à la fin et qu'il puisse vivre par rapport au prix de marché qu'on lui donne. Mais ce n'est pas cette définition-là qu'on a retenue. Il y a une seconde définition et qui dit, mais qui rejoindra aussi le porte-monnaie de l'agriculteur, qui dit c'est la capacité des sols à fournir des éléments nutritifs essentiels. Je ne la connais pas par cœur, donc je la lis. Hein, pour la croissance des plantes cultivées, soutenir une activité biologique et assurer une structure favorable. Structure favorable, on parle d'érosion, par exemple. On parle de capacité de ces sols à pouvoir emmagasiner des événements pluvieux importants et pouvoir restituer ensuite les affaires. On parle d'activité biologique au sens où, quand on met des trucs qui sont un peu emmerdants, là, hein, les pesticides, etc., en fait, ça percole beaucoup moins. L'activité biologique arrive à digérer, on va dire, une partie de ces molécules quand on a une quantité de matière organique encore suffisante. Voilà, donc je vais vous mettre... Donc c'est sur cet axe-là que l'exposé qui suit est développé. Vous avez des choses à dire par rapport à ces définitions? Peut-être une troisième? En tout cas, celle-là, elle ne veut pas dire on arrête de produire et on laisse les choses faire. Hein. On se préoccupe de l'état de santé du sol, de l'activité biologique de ce sol. Capacité du sol à stocker des éléments nutritifs, à les recomposer et à les restituer aux plantes. Parce qu'on peut le dire aussi comme ça. Voilà, donc on passe à la suivante. Donc, j'ai déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Donc la matière organique, ici il y a beaucoup de zootechniciens, il y a peu de... Vous êtes tous plutôt éleveurs, quoi. Je me trompe? Quand on donne beaucoup d'énergie à un mouton, beaucoup d'orge et moins d'azote, moins de tourteaux de colza, par exemple, ou de luzerne d'Asie, il se passe quoi? Il fait un peu comme moi, il prend du gras. Des fois, il fait plus de gras. Comment? Des fois, il fait plus de gras. Il pense à la carte. Voilà, donc après, il peut avoir des troubles métaboliques, donc des coups d'acidose. Comment? J'ai pas entendu. Fais gaffe à toi si tu fais trop de gras. Je fais pas d'acidose, rassurez-vous. Vous mettrez debout tout à l'heure pour qu'on mesure. Hein. D'accord, donc j'espère que je ne vais pas faire un coup d'acidose maintenant. Donc en tout cas, le phénomène, c'est que quand on donne beaucoup d'énergie à un animal et qu'on a déséquilibré sa ration, en fait, on va l'engraisser. C'est une stratégie pour rendre les aliments, enfin la viande goûteuse, avec de la tendreté, etc. Pas dire tendresse hein, pour la viande. Et donc, quand on fait le contraire, quand on met beaucoup d'azote et moins d'énergie, donc en fait, ça repart par derrière dans les urines, et on peut avoir des situations d'alcalose ou autres, des troubles métaboliques sur les animaux. Et donc, si on fait la même analogie sur les sols, on va dire qu'on va faire la même analogie. Et en fait, la matière organique, on va considérer, alors de façon un peu grossière, que c'est le carbone organique du sol est composé de carbone, donc le carbone c'est l'énergie, et puis il y a les quantités d'azote aussi qui sont présentes dans ce sol. Donc en fait, le fait d'avoir les deux, une chaîne carbonée et une chaîne, des sources d'azote, fait que, par exemple, l'activité biologique de ces sols, que ce soit les champignons, la macrofaune
ou la microfaune de type bactérien ou autre, vont trouver de la bouffe pour pouvoir se multiplier, etc. Donc on prend des éléments simples, elles se multiplient, puis après, juste sur la vache, à qui on donne à manger quand on donne à manger une vache, ou un mouton, ou un herbivore? Voilà. Donc en fait, la vache sans microbes, elle n'existe pas. Donc il faut savoir que dans son rumen, elle a une quantité de bactéries spécialisées et de protozoaires qui fait que quand on donne à bouffer de façon privilégiée à ce biotope. Et ce biotope, en fait, c'est lui qui va alimenter la vache. C'est-à-dire que les bactéries, quand elles vont passer dans la caillette, elles vont tomber dans un milieu acide et elles vont être ingérées au plan protéique au niveau de l'intestin. Et sur le rumen, il a une fonction assez spéciale, c'est que quand on prend les chaînes de glucose, ou la cellulose pour faire plus simple, eh bien en fait, tout ça, ça va se transformer en acide gras volatile et on va retrouver par exemple ça pour faire du gras dans le lait, quoi. Ça va l'explication? Pas trop rapide. Voilà, donc le sol, on a la même chose, sauf que la qualité du sol, en fait, il va jouer aussi sur des fonctions de qualité de l'eau, du stockage de carbone, on le verra tout à l'heure sur les gaz à effet de serre, mais aussi sur l'activité biologique, mais aussi sur la fertilité chimique des sols et aussi sur la fertilité biologique de ces sols qui vont tourner de façon plus correcte et qui ne vont pas tourner de façon, on va dire, avec troubles métaboliques, si on devait faire l'analogie zootechnique. C'est trop long? C'est trop long mes démonstrations? Ou je les ai courtes? Donc ça, ce sont des amis belges là, de la partie flamande de la Belgique qui ont fait ce travail-là et qui en fait, ici, en fait, c'est l'abondance de bactéries qui a été prise sur de la respiration et l'autre, c'est l'activité biologique. Donc on se rend compte que quand on est dans des sols de prairies avec nos 90 tonnes, tralala, etc., on se retrouve avec un maximum, un pic max sur l'abondance, mais aussi l'activité biologique. Et quand on se retrouve sur des cultures plus annuelles, alors là, ils n'ont pas défini c'était lesquelles, hein. Donc en tout cas, sur des cultures plus annuelles, même si on enfuit les pailles, même si on a un sipant, même si on apporte un peu de matière organique de temps en temps qui vient de l'extérieur, en tout cas, on se retrouve avec une situation qui se dégrade en termes d'activité biologique de ces sols. Juste une petite loupe là-dessus. C'est qu'en fait, on dit que dans les sols, certains chercheurs émettent l'idée que 2 tiers du vivant se retrouvent dans le sol et que 1 tiers serait sur la croûte, on va dire, au-dessus, quoi. Et puis, un exemple de macrofaune, hein. Donc, on retrouve en gros 1 tonne de vers de terre par hectare. Et puis que cette fonction-là, cette fonction viviente de macrofaune, bah, ça fait le laboureur, quoi. On ne va pas l'apprendre en biologie, en agriculture biologique, ils commencent à regarder ça de façon plus près, ils font des tests, un peu de démonstration à la bêche, etc. Je ne sais plus qui me parlait tout à l'heure sur les pâturages que vous vouliez faire, là. Vous avez l'indicateur aussi vers de terre que vous allez prendre pour pouvoir mesurer en fait les activités de vos prairies. Vous pourrez le détailler hein, si vous voulez. Présentez-vous. Hein. D'activité biologique. Donc on fait des comptages de vers de terre, mais on fait aussi des mesures de la microbiologie des sols, donc sur les réserves. Donc c'est intéressant, ça donnera du recul sur le département. Et du coup, je sais qu'à l'université de Rennes, ils cherchent s'il y en a qui veulent compter des vers de terre chez eux. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Quand vous dites que vous prenez l'activité biologique des sols, vous prenez quoi comme, vous prenez la microfaune aussi? Et ils mesurent quoi dessus? D'accord. Bah, je vais le développer là, parce qu'on verra, c'est peut-être la même chose, parce qu'en fait, on a mesuré l'activité microbienne des sols. Je vais vous dire, on passe à l'autre. Voilà. Donc, le projet, en fait, qu'on a fait là, on a utilisé d'ailleurs le site de Lusignan, la station de Lusignan. Je crois que c'est des résultats de Lusignan, ça. Donc, en fait, on a pris Lusignan, on a pris Le Pin au Haras, on a pris Colmar, on a pris plein de situations. En fait, des situations qui étaient très culture annuelles, des situations de culture, on va dire, annuelle avec des apports d'effluents d'élevage. On a pris des situations où la prairie temporaire rentre en rotation, la courte et de la longue rentre en rotation, et c'est l'essai qu'il y a à Lusignan aussi. Et donc, on a pris des morceaux de terre,
des échantillons de terre, on a fait des analyses de terre sous l'horizon 0,15, et en fait, on a mesuré l'activité enzymatique de ces sols. Alors d'abord, au niveau biomasse microbienne, et ensuite, on a travaillé sur les enzymes. Les enzymes, tout le monde sait à peu près ce que c'est? Par exemple, j'arrive pas à digérer du lait. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis né sans l'enzyme qui permet de couper ces grandes molécules et puis de les rendre digestes, etc. Donc en fait, les espèces vivantes génèrent des enzymes, et il y a des enzymes qui sont spécialisées sur protéines, sur des lipides, sur des soufres, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré sur plusieurs secteurs, donc soufre, protéines, lipides, je crois qu'il doit y avoir aussi la partie sucre aussi. Donc on a 6 indicateurs, et pour lequel, donc je vous en présente que 2, mais en gros, donc dans les différentes situations de sol, c'est un peu la reprise de ce qu'ont fait nos amis belges. La prairie permanente sert de repère. On est souvent en situation très importante. Alors pour faire assez simple, l'activité biologique des sols, elle est aussi conditionnée par le tassement. Si on tasse nos sols, on se retrouve avec des sols qui ont beaucoup de mal à respirer et à vivre. Donc le tassement du sol, par des tracteurs, par des ensilages précoces ou par du matraquage de surpâturage, on va se retrouver avec des sols qui ont une activité qui peut être altérée. Donc en clair, la prairie permanente nous sert de repère, et en clair, on se rend compte que dès lors que l'on ramène de la prairie temporaire dans une rotation avec les cultures, et ça les bios ils l'ont vu aussi, hein, c'est qu'en fait on ramène un pool de matière organique, on recharge des sols en matière organique, et finalement on en fait bénéficier la culture annuelle qui va venir derrière, qui peut être une céréale ou autre. On peut passer? On avait pris aussi, c'est l'essai qui a été fait, enfin c'est des échantillons qui étaient faits sur des parcelles qui étaient à Colmar, donc juste sur l'activité microbienne, là je vous le donne, hein, parce qu'il y en a une kyrielle autrement, donc en fait, juste de l'azote minéral, fumier de bovin, et ensuite fumier de bovin plus azote minéral. Donc en fait, le fait de mettre de l'azote minéral, ça provoque quoi au niveau du sol? Quand on a de la matière organique, ça c'est des sols qui sont encore assez riches. Autour de Colmar, c'est des limons, et il y a beaucoup de matière organique encore dans ces sols. En fait, l'azote va profiter, même du commerce, hein, va profiter aux bactéries, et qui eux vont altérer les carbones organiques du sol, pour profiter, se multiplier, et ensuite restituer par la mort ou autre des éléments nutritifs simples à la culture qui est sur le sol. Donc en fait, le fait de mettre de l'azote minéral dans un sol sans compenser en matière organique, eh bien en fait, on épuise de fonds. On épuise de fonds de commerce. Alors je ne vais pas rentrer dans les bilans humiques et tout le truc, j'ai fait une carte, elle n'est pas validée, hein, vous savez comment c'est. Mais en tout cas, en gros, quand on cultive sur un an, on perd 1 tonne de matière organique par culture. Il faudrait être capable de la compenser. Les scipantes n'y permettent pas, la paille ne le permet pas. Il n'y a que le jeu de la rotation qui va pouvoir le permettre. C'est tout. Donc la question, vous allez dire, celui-là, il vient de l'Institut de l'élevage, il vend la soupe jusqu'au bout, quoi. Hein. La question, est-ce qu'on peut faire de l'agronomie sans élevage? Je vous en prie. Peut-être qu'elle est mineure. Vous avez démontré que l'intégrer de l'azote minéral, hein, ça vient à consommer le carbone organique. Donc ça milite pour les matières, pour le carbone organique, ce que vous dites. Ça consomme. Ça consomme aussi. Et d'apporter de l'azote et d'apporter les digestats. La méthanisation, quel effet ça fait? Par rapport, quel effet ça fait en relatif par rapport à l'azote minéral? Quelqu'un veut répondre? Par rapport à l'azote à la paille. Parce que sinon, ça fait un monologue, c'est un peu emmerdant. Qui veut répondre là-dessus? Personne veut se mouiller? Moi, je vais me mouiller tant pis, mais non, ce qui est embêtant avec l'histoire de méthanisation, etc., c'est que le peu que j'ai cherché sur Internet, etc., c'est qu'il n'y a pas, dans tous les... Bon, ils présentent la méthanisation, oui, le digestat, c'est la matière organique, on va pouvoir ramener dans le sol, ça. Mais on n'a pas de vraie étude sur la qualité du
Digesta en tant que qualité vis-à-vis de l'activité biologique, vis-à-vis de sa capacité à donner de l'humus, à structurer le sol, etc. Il y a à peu près pas. Enfin, moi, j'ai rien trouvé. Donc il y a des études qui sont faites là-dessus. Hein, et en fait, je réponds parce que c'est en fait ne serait-ce déjà que par l'analyse. Qu'est-ce qui va se passer quand on prend... Je prends un fumier qui est peu méthanogène, mais on va considérer que c'est très méthanogène. On le fout dans le digesteur. C'est une cocotte minute qu'on ferme, on met ça en anaérobie, et finalement, les bactéries vont se spécialiser et faire du méthane. Qu'est-ce qui part quand on... Donc on va se retrouver avec un produit au final, qui a perdu du carbone, mais on va se retrouver aussi avec une minéralisation de l'azote très importante. Voilà. Mais non, l'ammoniac, après c'est un autre... L'intérêt, je pense, de la méthanisation, et vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, pour l'agriculture biologique, c'est fondamental. Ça va être une source d'azote qui a une réponse. Alors après, il faut être capable de l'épandre en qualité et en quantité, parce que quand on parlait d'ammoniac, il ne faut pas mettre ça avec les buses à palettes que l'on voit quand il fait 25 degrés, et on a... Le CEMAGREF avait sorti un chiffre, c'est-à-dire que quand on épand, par exemple au mois de juin, quand il fait 25 degrés, un lisier de porc, la fraction ammoniacale, elle représente 60% de l'azote total. C'est-à-dire que quand on épand 100 kg, 60 kg sont sous la forme ammoniacale. Eh bien, 80% de cette partie ammoniacale décolle. En revanche, il y a des outils qui permettent soit l'enfouissage direct après épandage, soit faire gaffe à la météo, mais l'ammoniac, c'est... Enfin, l'agriculture n'est pas la seule émettrice. Hein. En tout cas, elle l'est quand même. Mais en tout cas, moi, je trouve que la méthanisation, c'est mon point de vue, c'est un super produit. C'est-à-dire qu'on a quand même recyclé les déjections animales, on les a transformées et elles donnent une loi de réponse pour piloter l'azote et les rendements qui est très intéressante pour eux, il me semble. J'ai juste un doute, si vous voulez. C'est là-dessus que j'ai pas vu de données. Si vous voulez, si on prend un fumier composté ou pas, enfin un fumier... fumier mûr, dépôt au champ. Mûr, mais pas trop vieux non plus, etc. Et qu'on apporte directement sur une prairie ou sur un sol cultivé. Ou si on fait passer par un méthaniseur, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que les champignons du sol qui sont extrêmement importants pour tout ce qu'on a dit, l'érosion, pour les échanges dans le sol, la structure, etc. Les champignons notamment et la macrofaune ont besoin aussi de carbone peu décomposé. Et pour moi, la méthanisation, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on va faire cramer du carbone et on va court-circuiter le travail des bactéries, des protozoaires, des champignons, de la macrofaune du sol. C'est ça qui me... J'ai pas trop vu de données là-dessus. Non, mais c'est clair, la mécanique, elle est là. Hein. La mécanique, c'est que, en fait, on prend des énergies à cycle court, les carbones à cycle court, et au lieu de les donner au sol, des sols cultivés, mais il reste encore du carbone organique dans les... Tout n'est pas... Les lignines, elles sont peu altérées, les formes ligneuses dans les pailles ou les déchets verts de... Ils ont aussi besoin de... S'il reste des vers de terre, c'est qu'ils sont dans des milieux qui sont peu bousculés. Le plus grand danger pour les vers de terre, c'est le labo. Je pense actuellement les porteurs de projets de méthanisation qui préparent des projets sont conscients du danger qu'il y a un déséquilibre quand on utilise uniquement les produits de staff passés par l'usine de méthanisation et sont plutôt d'accord qu'il faut apporter des produits carbonés pour équilibrer. Et le problème, c'est aussi que les produits de Digesta ont besoin de beaucoup plus de terre agricole pour les vendages, parce qu'ils sont plus concentrés. Oui, enfin, en tout cas, il faut les doser. Il faut les doser de façon plus précise. Mais après, les digestats, on n'en a pas des quantités énormes. Hein. Si on pouvait substituer toute l'azote chimique du commerce, qui est faite par cracking, et qu'on ait du digestat, ça serait peut-être mieux pour... Non, mais, je ne suis pas du tout un anti-méthaniseur, mais c'est plus de se poser des questions et peut-être une des réponses que j'entrevois ou que j'ai pu lire dans une étude de l'école de Rennes, d'ingénieurs de Rennes, c'est
de dire, si on a un système agricole, un agrosystème qui est plutôt costaud au niveau agronomique au départ, la méthanisation ne sera pas forcément facteur de grands déséquilibres et de problèmes. Par contre, si on a un système agricole qui est plutôt fragile au départ, qui n'est pas très bien géré au niveau agronomique, la méthanisation pourrait accentuer les défauts. Dans mes dernières lectures, c'est un petit peu ça que j'ai cru entrevoir. Pas plus que l'azote minéral du commerce? Non, sans doute. Moins même. Oui, alors après, il y a des risques de compaction, parce qu'on passe davantage. La compaction des sols, on parle toujours des effluents, un bienfait, etc. Si on ne travaille pas avec des pneus basse pression qui coûtent très cher, hein, il y a des mécaniques qui coûtent très cher pour répandre quand même pas beaucoup d'azote, c'est un problème. Mais en tout cas, la méthanisation, elle pose ce problème de savoir ce qu'on en fait, d'où viennent les produits qu'on utilise en méthanisation. C'est plutôt ça en fait le problème, c'est-à-dire dans quel modèle agricole. En fait, par rapport à l'élevage, on voit notamment que dans certains pays, et même en France, sur les premiers méthaniseurs qui ont été faits, ça va très vite concurrencer l'élevage pour mettre les cultures ou le maïs en l'occurrence directement dans les méthaniseurs. Ah, là, on parle des Allemands, là. Pas que des Allemands. Les Allemands étaient les premiers à le faire. Non mais hey, j'ai été sur le dossier méthanisation et la bordure de la frontière, là où il y a eu beaucoup d'initiatives au départ de la méthanisation, c'est sur l'est de la France. Hein. Sans maïs, hein, sans maïs. Par contre, les Allemands, ils chargent en maïs. Au-delà de ça, la question derrière dans la méthanisation, c'est sur quel modèle agricole global et comment est-ce que ça vient aussi concurrencer en termes de revenus, dans la composition du revenu, comment est-ce que ça rentre dans la composition du revenu agricole pour que demain, en fait, c'est-à-dire quel prix du lait, quel prix de la viande, quel prix de n'importe quelle denrée alimentaire, si elle est faite à partir du solaire ou de la méthanisation, voilà. Comment est-ce qu'on est, sur la carte de France tout à l'heure, les agricultures sont très diverses, comment est-ce qu'on les met en concurrence? C'est plutôt ça la question. Mais moi, je vois pas de concurrence entre méthanisation et élevage. Déjà, pour une première raison, c'est que la méthanisation seule avec l'élevage, les produits herbivores, en l'occurrence, sont très peu méthanogènes. Très peu méthanogènes. Si on devait faire un projet de méthanisation uniquement avec des lisiers et des fumiers, ça ne marche pas. Ça, déjà, là, c'est clair. Le deuxième point, je vous donne la parole après. Le deuxième point après, j'avais visité ensuite, c'est sûr, hein, il faut regarder ce qui a été fait par Capdeville, pas Manville, mais Capdeville à Toulouse. Les produits, enfin, il faut bien se dire que les produits sont peu méthanogènes, les effluents d'élevage. En revanche, quand on prend des déchets dont on ne savait pas quoi foutre, et notamment des graisses d'abattoir, des contenus digestifs, etc., là, ça booste. Donc, ça veut dire qu'on a une méthanisation aussi qui peut être donnée sur un point de vue de dépollution pour restituer des produits qui sont hygiénisés 40 degrés, 50, hein, mais qui sont hygiénisés et qui peuvent être répandables derrière. Mais tu as raison sur dire attention que l'un ne soit pas sous-produit de l'autre. Aujourd'hui, sur les projets qu'on voit, c'est peu de projets de recyclage de déchets et tout ça, et quand même, souvent... Ensiler du maïs. Non, je ne dis pas que ça, mais quand même beaucoup d'apports d'origine agricole. C'est juste ça. Donc là-dessus, il y a un problème d'éthique qui est carrément placé. Hein. C'est mettre de la ressource nourricière dans un méthaniseur pour faire de l'énergie, ça pose un problème. Est-ce que c'est vraiment... Attendez, allez-y. Après, Juste pour 3 points, un mot-clé a été prononcé, le bus, le besoin du bus est très important. Selon les régions, la perte du bus a été quand même très dramatique en France. Deuxièmement, comme vous l'avez déjà dit, il faut des matières végétaux pour faire marcher l'usine de méthanisation. Malheureusement, ça implique souvent le transfert de ces matières végétaux vers l'usine et ces matières pourraient avoir un grand bénéfice là où ils ont été produits. Voilà. Et troisièmement, bon, il y a quand même le problème du modèle agricole. Je pense qu'il y a quand même un grand nombre de projets de méthanisation
plutôt des managers, des gens qui ne vont même plus sur les terres, ou qui n'ont même plus des bêtes à eux, mais plutôt des bêtes qu'on leur confie pour les engraisser. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le contexte économique. Mais... Il ne faut pas faire l'exception d'une généralité. Allez-y. On a vite fait Oui. le caricature. Oui, mais c'est-à-dire, caricature. les problèmes, Petite mécanisation. les problèmes arrivent surtout quand on est face à ça. Vous avez regardé sur la petite méthanisation? Vous voulez dire quelque chose? Non, non, j'ai pas de problème là-dessus. La petite méthanisation, vous pouvez en parler? Ouais. Vous pouvez en parler ou j'en parle? Allez-y. 50 tonnes par jour dans une usine de méthanisation, c'est autre chose que dans une unité 20 tonnes. 20 tonnes. Voilà. Oui. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, vous parliez d'alimenter les méthanisations, des unités de méthanisation avec des produits avec une vocation nourricière, mais aujourd'hui, il faut avoir des états d'âme parce qu'on est quand même une civilisation où l'élevage est mis à mal, le monde agricole est mis à mal, souvent critiqué. Et aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas avoir de scrupules? Moi, je produis de l'énergie pour qu'on puisse s'éclairer et avoir une réunion ce soir. Je pose la question. Moi, j'ai pas de scrupules aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il y a une... On a de l'abondance en lait, on a de l'abondance en viande. Et, on voit les effets sur la viande avec ce qui s'est passé la nuit dernière dans certains abattoirs. On a une société qui a des réflexions d'assiette pleine. Aujourd'hui, on est trop riche. Alors, dans le plan Marshall, on était après-guerre, le peuple français avait faim, avait l'étiquette rationnement. Et aujourd'hui, on a la réflexion d'une société, qu'on a une assiette pleine, que ce soit produit en France ou produit à l'étranger, on aura toujours à manger aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture n'a pas une vocation autre que de nourricière? Et c'est une évolution de notre société, de la civilisation, de réflexion. Parce que l'énergie nucléaire est déviée, l'énergie fossile demain, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une relation que l'agriculture aura peut-être une autre vocation que de nourrir le peuple français? Si, moi c'est pas du tout pour incriminer qui que ce soit. Il y a un super travail de Solagro qui a été fait par rapport à ça, After 2050, où en fait justement il place l'avenir de l'agriculture française et les différents scénarios, et justement pour montrer comment est-ce qu'on doit diminuer nos productions de viande notamment, enfin toute notre production de protéines, et amener l'agriculture à produire autre chose, dont l'énergie, dont du carbone, pour faire tout un tas de choses. Alors, moi je vais répondre là-dessus parce que Solagro, les scénarios qui ont été faits sont scandaleux. C'est irrespectueux pour l'activité agricole au sens large du terme. Mais moi, je suis engagé là-dessus. De dire que demain, on supprime l'élevage et que... Non, mais attendez, on va aller au bout parce que moi, je connais très bien et les positions de Solagro, c'est de la provocation. Quand on dit qu'on va supprimer l'élevage dans des zones, on va prendre l'herbe, on va mettre ça dans des méthaniseurs, etc., on oublie tout un pan, à la fois de l'ancrage territorial des gens qui vivent dans des zones reculées et autres, on oublie tout un pan qui s'appelle biodiversité, on oublie tout un pan qui s'appelle régulation des sols et machin, c'est scandaleux. Si vous trouvez ça un bon travail, alors là, pour le coup, moi je trouve ça... je me demande pourquoi la profession agricole n'a pas réagi. Hein. Juste, moi je veux bien répondre. Ah bah je vous écoute, hein. Très vite. C'est juste que moi je pense que pour les paysans, c'est hyper intéressant. En fait, effectivement, qu'il y ait des propositions qui aillent très loin, trop loin, bien sûr, c'est pas grave. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme pour la méthanisation, il y a peut-être une moyenne à faire et il y a peut-être justement des arbitrages publics à trouver là-dessus. Mais il n'empêche que nous, sur nos fermes, je pense que c'est très intéressant et c'est pas fait suffisamment de placer des curseurs relativement loin pour qu'on s'interroge sur nos systèmes et qu'on arrête de se dire il faut qu'on continue de garder des chargements à 2 UGB hectares. Aujourd'hui, c'est une connerie. Mais ça dépend où? Ça dépend où? Bah si. Si, et qu'est-ce qu'on en fait à 2... Qu'est-ce que vous comptez sur 2 UGB? C'est de la par an ou de l'instantané? C'est quoi? J'ai des torions, j'ai 1 hectare de maïs, je les engraisse, et je dis, bah, comme je nourris à peu près 3 torions, eh ben, c'est de la par an, donc celui-là, il ne veut rien dire. Je pense que c'est le chargement instantané qui a vraiment une réponse.
Non, mais c'est celui-là le vrai. Non, mais c'est celui-là le vrai. Le chargement apparent, il va donner un état d'animaux qui peuvent être nourris avec des ressources, on va dire, des cultures annuelles pour faire de la finition. C'est des systèmes d'engraissement. Donc moi, je pense qu'il faut mieux parler de chargement apparent. Alors, je ne sais pas si je l'ai développé, ça, mais au niveau du stockage de carbone, il y a des effets sur le chargement aussi. C'est-à-dire que quand on dépasse après des seuils, il y a des choses qui se mettent au rouge et ça fait respirer les sols. Je ne sais plus où j'en étais, là, sur notre affaire. On enchaîne derrière? On enchaîne derrière? Ah oui, je parlais de la méthanisation sèche, la petite méthanisation. Une petite dernière fois sur la méthanisation. Parce que, moi, je voulais juste qu'on se pose des questions. Ce que je pense qui est important face à toute nouvelle technique ou nouvelle technologie, c'est tout le temps de se poser des questions. Et je pense qu'on ne se pose pas, il n'y a pas cette question de poser. On rencontre des élus, etc., qui sont emballés par le truc et qui ne connaissent rien à rien. Et ce que je veux dire, là où je veux en venir, c'est que l'agronomie passe tout le temps vers nous. Depuis 50 ans, depuis 60 ans, l'agronomie passe tout le temps vers nous. Quand on arrive, on a déjà évoqué l'érosion des sols, etc., c'est qu'on a voulu nourrir la population, on a voulu intensifier le système, etc., pour des raisons qui pouvaient être tout à fait louables, mais l'agronomie est toujours la dernière roue qui avance. Et ce que je vois en filigrane, c'est qu'avec la méthanisation, c'est une fois de plus, bon, c'est quasiment éludé. C'est le seul truc que vous attirez le fait sur la méthanisation de masse. Si demain, l'énergie et de toute façon, il y a une étude qui a été faite là-dessus en disant, mais si on faisait plein de projets de méthanisation avec la ressource qu'on a actuellement, mais on couvrirait combien de besoins, du besoin électrique actuel, qui est peut-être trop important, mais combien? Éolien compris, 5%. Oui, mais c'est pas avec les énergies dites vertes qu'on va répondre à l'enjeu électrique, quoi. Enfin, les besoins d'électricité. Les Japonais, j'ai un ami qui est japonais, ils ont appris à vivre avec le crash de leur centrale, à diminuer par 5 leur consommation d'électricité. C'est un truc de fou. Mais par contre, c'était hyper... Vous n'avez pas compté les possibles économies à l'énergie. Je les ai pas mis, mais c'est un peu là-dessus que je me raccroche en disant qu'aussi, par rapport à l'enjeu, c'est que les Japonais, la centrale nucléaire, ça marche, etc. Quand il y a un crash, ils ont réduit complètement et de façon drastique leur truc, parce que c'était vraiment... On enchaîne, Alexandre, excuse-moi. On fait? Si on n'apporte pas des vers de terre? Ouais. Le fait de faire rentrer dans seulement des prairies pluriannuelles fait que 4 ans, on restaure, l'activité biologique se restaure, des vers de terre. Et qu'on va retrouver plus d'années cycles à ceux qui sont en surface. Des prairies avec légumineuses, etc. En tout cas, ceux qui sont en transition l'utilisent. Quand on fait le coup de bêche, etc. dans le sol, la restauration se fait assez rapide. Bien sûr, mais le vrai challenge, après, il y a le travail superficiel du sol, mais sans Roundup. Ceux qui sont en transition, ils sont sur 4 ans. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai vus, moi. En transition. Après, de toute façon, le système, il connaîtra sa fin. C'est-à-dire que s'il n'emmagasine pas dans les sols suffisamment d'azote et de matière organique pour le restituer aux cultures annuelles, le système touchera à sa fin. Et je vous avais quand même dit un petit peu quelque part en filigrane, c'est peut-on faire de l'agriculture sans élevage? De l'agronomie sans élevage? C'est ça la vraie question aussi. Sans herbe, sans... parce que le premier pourvoyeur de la matière organique, c'est quand même la prairie permanente. On prend 5 tonnes, pour faire simple, qui passe dans un animal et qu'on peut remettre sur une... Dans cette situation, moi je vais à la place du céréalier qui c'est non bio, il fait quoi d'ailleurs? S'il fait des luzernes, oui. Il ne faut pas avoir un pH acide. Non, mais... Sur les pH acides, on met des animaux. On va focaliser sur le pH. Ça se règle.